Bonjour à tous, je crois qu'on peut commencer, il est 16 heures. On me fait des signes là-bas en régie. Je suis heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui pour vous parler des nouveaux parcours clients et surtout des enjeux pour le commerce connecté. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Anne Launois, je suis professeure associée à Audencia Business School. Je suis en charge des enseignements en marketing digital à l'école, en particulier d'un master spécialisé que j'ai créé il y a 5 ans, master stratégie marketing à l'ère digitale. Je suis également au sein de l'école co-titulaire de la chaire sur l'intelligence des territoires. Et je suis pilote aussi d'un projet qui s'appelle le Futur Laboratory, qui est une sorte de bac à sable, un terrain d'expérimentation pour les entreprises avec nos étudiants pour imaginer les futurs et travailler sur des innovations et des hypothèses d'évolution justement de vos parcours clients et de vos activités. Quelques chiffres clés pour l'instant. Les chiffres du e-commerce, rapidement, vous les connaissez forcément. 82 milliards, c'est le chiffre d'affaires du e-commerce en 2017, qui avait progressé par rapport à 2016 de 14%. Les premiers chiffres des trimestres de 2018 laissent à penser que ce chiffre d'affaires va dépasser les 90 milliards donc pour l'année 2018, à nouveau avec un taux de croissance proche de 13%. 36%, c'est le nombre d'achats qui ont été réalisés par mobile en 2018. 182 000, c'est le nombre de e-commerçants en France. Et en revanche, 8,5%, c'est le chiffre d'affaires du e-commerce par rapport au total du commerce. On voit donc que c'est encore évidemment assez petit par rapport au chiffre d'affaires réalisé par le commerce de détail. Le commerce de détail, qu'en est-il pour lui 3% de croissance du chiffre d'affaires en 2018, alors jusqu'à novembre, ça n'intègre pas l'effet gilet jaune, mais il est important. Je tenais aussi à rappeler deux chiffres. 11,3%, c'est le taux de vacances du commerce de détail en centre-ville en France. Au-delà de 10%, on tire la sonnette d'alarme, donc elle peut être tirée. En revanche, ce n'est pas forcément le cas pour les grandes villes. 2,4%, c'est le taux de vacances du commerce à Nantes, par exemple. 87% dans l'étude CNS, c'est le nombre de répondants qui considèrent que le magasin va devenir de plus en plus digitalisé. Et 86%, c'est ceux qui considèrent qu'à horizon 2030, on ne passera plus en caisse, en fait. Voilà. Et puis j'ai l'illustration de l'hypermarché, évidemment, qui, alors est-il condamné? Pas forcément. En tout cas, il est condamné à se réinventer, ça c'est certain. Un rappel aussi, qui êtes-vous dans la salle? Êtes-vous plutôt brick and mortar, click and mortar, clicks and bricks ou plutôt pure player? Alors on voit bien que même les pure players aujourd'hui ne sont plus complètement pure players, puisque Cdiscount par exemple a des points de vente déjà dans 2 villes en France, ainsi qu'un certain nombre de corners, notamment dans le nouveau modèle du casino, le cadre de casino. Zalando a développé des magasins outlet un petit peu partout en Allemagne et a des projets de développement également dans toute l'Europe. Et puis Amazon n'est plus non plus exclusivement un point de contact e-commerce, puisque Amazon Go existe et d'autres formules de Amazon 4 étoiles, notamment 4 stars, etc., qu'on verra peut-être rapidement tout à l'heure. Alors comment il est le parcours client? Le parcours client, c'est un bretzel. Je ne sais pas si vous connaissez le biscuit, le bretzel. Donc ça, c'est un terme qui a été développé et une image qui a été déployée par PayPal. Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas soit des internautes, soit des shoppers dans des magasins physiques. Ils sont les deux, en fait. Et en fonction de la nature de leur visite, qu'elle soit exploratoire, expéditive, comparative, ou alors qu'ils cherchent l'inspiration sur un site, ils vont passer tour à tour d'un canal à l'autre, qu'il soit digital ou physique. Il y a donc des milliers de parcours possibles. Alors, on pourrait parler du parcours ROPO, Research Online, Purchase Offline. Donc ça, c'est le cas dans 70% des achats que vous allez pouvoir faire. Mais ce n'est pas tout. Il y a ces parcours donc, qui vont être web to store, store to web. On parle du click and collect. On parle de la e-réservation. Enfin, tous ces parcours, vous les connaissez. Et elles nécessitent, bien sûr, que le retailer derrière mette en place des dispositifs qui vont, eux aussi, être store to web, digital in store et web to store. Sachant que, évidemment, ces parcours multiples, les enjeux sont sur tous les points de friction. Et forcément, notre consommateur, vos consommateurs, s'il y a
les retailers dans la salle, vos consommateurs ont été habitués à commander très facilement, à être livrés dans l'heure, à ne plus faire la queue en caisse. Donc c'est toutes ces habitudes développées par et grâce au e-commerce. Ils souhaitent évidemment le retrouver sur leur point de vente. Donc les points de friction, vous les connaissez, c'est l'essayage, c'est le conseil vendeur quand celui-ci n'est pas disponible ou n'a pas la réponse à votre question, c'est l'indisponibilité des produits, l'attente aux caisses, le paiement et puis la livraison dans un délai qu'on ne connaît pas, dans un lieu qui peut ne pas être pratique pour nous, et puis le retour produit. Alors, par rapport à tous ces enjeux, je voulais partager avec vous une toute petite partie de la veille que je mène sur le sujet du retail pour essayer de vous montrer un peu quelles sont les expérimentations, les tests ou tout simplement les expériences qui sont déjà menées par un certain nombre d'acteurs pour justement mettre en place ce parcours sans friction. Alors là, j'ai quelques exemples, j'en ai beaucoup trop, donc je vais essayer de résumer. Mais ce parcours sans friction, vous l'avez par exemple chez Zalando, qui propose d'essayer d'abord, donc de recevoir les produits à la maison, de les essayer à domicile, de les payer et puis de les renvoyer, de renvoyer ceux qui ne vont pas. Vous avez l'expérimentation de Starbucks avec son application qui permet de ne plus payer en magasin, mais de collecter un certain nombre de points. Et il suffit de checker le portable, le mobile, et vous avez tout à coup votre code barre qui apparaît. Et c'est une façon comme ça, avec beaucoup de fluidité, de passer en caisse facilement. Vous avez un élément qui est très important dans le parcours fluide, et je pense que vous en avez pris connaissance évidemment. C'est la recherche basée sur l'image et puis la recherche vocale. Évidemment, vous allez donc de plus en plus de marques vont se développer dans les assistants vocaux. Alors soit ils seront immédiatement, préférés par les assistants vocaux, ils vont développer aussi des skills spécifiques dans ces assistants vocaux. Mais il va falloir apparaître, il va falloir émerger. Et ça, c'est un enjeu majeur. Alors, j'ai un petit exemple de ce qu'a fait, par exemple, La Redoute. Donc, La Redoute, en fait, ils ont intégré dans leur application à la fois la recherche vocale et le visual search. Alors, pourquoi c'est intéressant et impactant le visual search, tout simplement, c'est parce qu'en fait, vous avez la dimension visuelle. C'est une dimension qui est privilégiée par l'être humain pour repérer une information. Les recherches visuelles en fait sur Google, c'est déjà 19% des recherches, et puis spontanément en fait on capte 90% d'une information visuelle, donc on capte cette information très rapidement. Donc c'est l'occasion pour des commerçants par exemple de pouvoir à partir d'une image existante délivrer le produit équivalent dans son catalogue. C'est ce que veut mettre en place par exemple La Redoute. Pour le vocal search, c'est la même chose. À partir d'un chatbot et d'une commande vocale, cherche-moi une petite robe rouge, et La Redoute en fait sur son application propose cette robe rouge. Bien évidemment, sur des magasins digitalisés, on peut tout à fait considérer qu'arriver en boutique avec sur son mobile la robe rouge qu'on a repérée dans la rue et qui nous intéresse, c'est aussi quelque chose qui va se développer, qui se développe déjà. On va le voir avec l'exemple de Nike. Lazy Oaf, c'est un exemple que je vous ai montré aussi, qui a directement intégré sur son site web son InstaShop. Donc Instagram, c'est un outil important pour les distributeurs, notamment dans le secteur de la mode et puis également de l'ameublement. Donc directement sur l'InstaShop, à partir des photos intégrées dans leur site web, vous pouvez acheter les produits. Donc là, ça fait appel aussi à des outils de reconnaissance visuelle. Alors l'autre élément qui est important, c'est la responsabilité. Hein, je plagie un peu le titre du Hub Forum qui était basé sur la confiance. Et une partie de cette confiance, c'est de dire good business is good for business. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire, les valeurs que vous allez véhiculer de responsabilité sont des valeurs qui font tout à fait écho aujourd'hui par rapport à vos consommateurs. Et donc il est important, dans le cadre de leur parcours, à quel endroit des points de contact ils se trouvent, de pouvoir avoir ces éléments et de pouvoir et qu'ils soient vrais, sincères, réels. Donc là, les petits visuels que vous avez ici, c'est par exemple les magasins bio que vont développer les centres Leclerc pour travailler sur les circuits courts et une assurance de travailler avec des circuits bio. Je crois que j'ai mis cet exemple aussi qui est la notion de pricing dynamique. Et là, on est vraiment dans le digital. L'objectif
afficher et de réduire le gaspillage alimentaire, il est aussi pour le commerçant de travailler vraiment sur une gestion de stock optimisée, puisqu'en fait, ce que vous ne voyez peut-être pas sur l'étiquette, c'est que le prix varie en fonction de la date de péremption du produit. Plus on approche de la fin de la date de péremption, et plus le produit, et moins le produit est cher, bien évidemment. Donc ça permet de faire se rencontrer une offre et une demande. Et ça permet d'afficher aussi, de limiter le gaspillage alimentaire. Là, on parle de circuit court. Eh bien, dans le cadre de IGA à Saint-Laurent, donc qui est un grand magasin, une grande surface alimentaire, là, on est dans un circuit hyper court, puisqu'en fait, c'est un jardin qui a été développé de produits sur le toit. Et ces produits, vous les retrouvez, ils s'appellent les produits sur le toit d'ailleurs, les Québécois sont toujours très pragmatiques, et vous les retrouvez en boutique directement. Donc là, on parle d'un circuit super court, qui garantit évidemment un impact écologique quasi nul. La proximité, la personnalisation, ça c'est peut-être un engagement dans lequel les commerçants doivent rentrer tout de suite, avec des expérimentations qui ne sont pas forcément super digitales, mais qui sont enrichies par le digital. Je pense par exemple à mon petit Decat. Je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez vécue vous-même, mais le fait de déplacer un container qui est une boutique augmentée Decathlon, alors sur un lieu d'une activité sportive, là en l'occurrence c'est dans un stade de rugby en Saône-et-Loire, où le container se déplace avec du matériel plutôt dédié évidemment au rugby, mais vous avez aussi tout un tas, les bornes digitales à l'intérieur vous permettent aussi d'être conseillé par la personne qui est sur place, le conseiller, et qui vous accompagne sur l'achat d'autres produits qui vont être livrés chez vous. Ça, c'est des expérimentations qu'on a menées, que mènent pas mal d'acteurs du territoire. Je pense à TBS, je pense à Texto, ces expériences assez simples mais qui permettent d'aller au cœur, en proximité avec le client. La géolocalisation aussi, c'est assez tout bête, mais pouvoir travailler finement sa géolocalisation, ça veut dire intégrer l'URL de toutes ces filiales de façon à ce qu'elles puissent être identifiées spécifiquement par le consommateur et lui être recommandées physiquement, alors à travers Waze. Waze aujourd'hui c'est Google, à travers My Google Business ou tout simplement les pages jaunes. C'est un élément qu'il faut soigner aussi vraiment de près, parce que c'est un élément de qualité, c'est un élément de recommandation, c'est l'occasion de pousser aussi peut-être des recommandations à vos clients. Donc c'est important de le soigner et de travailler son store location. Alors, dans l'enchantement, parce qu'on a parlé des réenchantements, puisque évidemment le client préfère encore, dans 55% des cas, avoir en face de lui un conseiller humain plutôt qu'une interface digitale. Néanmoins, il y a tout un tas d'expérimentations quand elles sont bien accompagnées précisément avec l'humain. Et là, je pense à la table digitale. On a fait une étude pour les Galeries Lafayette sur un test qu'ils ont fait, un showroom digital pour la maroquinerie à La Rochelle. En fait, ça permet d'hybrider l'expérience d'achat en magasin. Et alors le summum, évidemment, c'est l'expérimentation qui a été menée dans le nouveau magasin Nike de New York, où là, en fait, le mobile participe à 100% de toute l'expérience que vous allez avoir en magasin. Donc, en fonction de votre visite, donc si vous avez une visite expéditive, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez le speed shop où vous pouvez récupérer tout de suite les chaussures que vous avez commandées, enfin les chaussures ou les accessoires que vous avez commandés immédiatement à un endroit donné dans le magasin. Si au contraire vous êtes dans une logique d'inspiration, et bien là, avec votre mobile, vous vous êtes manifesté parce que vous êtes quasiment obligé en rentrant, puisque vous profitez du Wi-Fi en rentrant dans le magasin, vous êtes invité fortement à le faire. Vous pouvez être tracé et identifier avec des QR codes des produits qui vous intéressent. Et là, immédiatement, un conseiller peut s'approcher de vous, vous accompagner dans votre recherche. Vous avez aussi une zone de personnalisation où là vous êtes dans un temps encore plus long et vous pouvez, pendant que vous flânez dans le magasin, alors ça prend un tout petit peu plus de temps, la réalité est un peu différente, mais vous pouvez personnaliser votre chaussure entièrement, accompagné également par des humains toujours, mais avec cette dimension digitale forte. Un élément aussi très important de l'enchantement, du réenchantement de l'expérience en magasin, c'est le portail connecté, autrement appelé la tablette vendeur, celle qui permet en fait à votre vendeur d'apporter à votre client une expérience qui est beaucoup plus riche, qui permet d'augmenter en fait ses qualités, parce que alors, pour le client c'est un gain de temps et pour le distributeur aussi c'est un accès direct à la disponibilité des produits.
Bon, ça, à la limite, c'est assez simple, mais surtout au profil client aussi, et à tout un tas d'informations qui sont à disposition potentiellement sur le site et qui peuvent enrichir aussi sa relation avec le client. Et donc, c'est pour lui l'occasion de répondre à toutes ces questions. Je peux retrouver mon ticket dans mon espace personnel? Oui, oui. Est-ce que je vous l'envoie par mail? C'est un cadeau, je peux le livrer directement chez lui? Oui, oui. À quelle heure? Le samedi, etc. Enfin, ça permet une relation fluide avec un humain, pour le coup, mais augmentée par les informations que lui promet la tablette vendeur. Alors là, je parle pas du tout d'organisation et de mise en place de tous ces éléments, puisqu'évidemment, il faut qu'il y ait un accompagnement de la part des entreprises auprès de leurs vendeurs pour qu'ils l'utilisent de façon adéquate et auprès des clients également. Alors, est-ce qu'on va vers de l'automatisation? Donc le CES en parallèle, et puis je vous invite aussi, il y a une conférence sur le retour de CES, et puis demain, j'animerai aussi la table ronde sur le retour du NRF, le New York Retail Show. L'automatisation, oui, alors elle se développe beaucoup avec l'exemple le plus flagrant. Alors, on a parlé d'Amazon Go. Amazon Go, c'est des caméras partout qui captent, qui mesurent, c'est très bien. Vous avez cette expérience, enfin, c'est très bien, c'est une façon de voir le commerce automatisé. 3 minutes. Vous avez cette épicerie autonome développée par Willy's aussi. Alors c'est une épicerie qui se déplace, vous l'appelez par votre portable et elle vous offre les produits, enfin, vous pouvez y acheter les produits du quotidien. Donc tout est automatisé entièrement. Alors, je vais finir sur la réhumanisation. Ce qui est important, en fait, c'est aussi de pouvoir avoir ce magasin comme à la maison, avec une expérience relationnelle unique. Ce qu'on fait chez Leroy Merlin, par exemple, quand on participe à des cours, ou ce qu'on a chez Cézanne ou dans d'autres boutiques qui nous offrent comme ça la possibilité d'acheter comme à la maison. Ça crée des contenus très instagrammables. Hein. L'objectif est aussi de relayer sur les réseaux sociaux. Mais le retail confort, avec l'humanisation au cœur, c'est très important. Je passerai rapidement sur les éléments de personnalisation que vous connaissez, mais l'idée, c'est de travailler vraiment en confiance, de construire la confiance avec son client, sachant que cette confiance, elle marche bien mieux que des cartes à points de fidélisation. Elle construit une fidélité sur le long terme. Et si j'avais un tout petit conseil à donner, alors qui sont très inspirés de l'allocution justement au NRF de Sucharita Kodali, de Forester Institute, c'est de dire que, en fait, en étape numéro 1, je pense que collecter, connaître son client, sécuriser sa donnée, travailler sur toutes ces interfaces mobiles, comprendre comment monter l'omnicanalité, une omnicanalité qui ressemble à la marque, et personnaliser en évitant l'intrusion, bien sûr. C'est peut-être la première étape. Et en étape 2, travailler le digital in-store, l'intelligence artificielle. Et puis en étape 3, éventuellement la robotisation, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui sont des exemples aussi intéressants, mais qui nécessitent des investissements importants, bien sûr, sachant que tout ça, c'est une chaîne de valeur. Il faut travailler sur son ROI, bien évidemment, puisqu'on n'est pas amené tous à devoir robotiser son lieu de vente entièrement. Voilà, je ne sais pas si on a le temps pour une question. En tout cas, rendez-vous demain si vous voulez avoir la suite des innovations qui peuvent se développer en retail en 2019.